merci. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment très impoli de faire chut. Donc, pardon. Voilà, ils enfoncent encore le clou. C'est la seule façon pour l'instant qu'on a. Voilà. On va pouvoir commencer. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, tous ceux qui sont avec nous depuis ce matin, puisque on a commencé à 10 heures. Et puis merci à tous les intervenants qui viennent de nous rejoindre également à cette table ronde. Alors on va faire comme tout à l'heure. On va leur proposer, même si pour certains et certaines en particulier sont très très connus, on va leur proposer de se présenter en commençant par la gauche. Donc vous, monsieur, si vous voulez bien prendre le micro et dire votre nom, de quel établissement vous venez et puis pourquoi vous êtes là. Et on va écouter, je pense qu'on va écouter. Voilà, merci. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Jean Besset, je suis lycéen en terminale L au lycée Jeanne d'Arc, ainsi que conseiller jeune à la ville de Mulhouse, et donc je viens donner mon avis et celui des personnes de ma classe, et voilà, en fait, c'est assez simple. C'est très simple, oui. Alors, professeur Bellepomme, nous vous avons écouté tout à l'heure et nous allons prolonger le débat avec vous également. Oui, alors je suis médecin, Dominique Bellepomme, je suis médecin, professeur de cancérologie émérite à l'université Paris 7 de Paris, et puis directeur de l'Institut européen de recherche sur le cancer et l'environnement que nous avons fondé à Bruxelles il y a 3 ans. Dorothée. Oui, bonsoir à tous. Je suis Dorothée Broez. Je suis journaliste pour le journal en ligne qui s'appelle Up Magazine, partenaire de ce forum, journal consacré à l'innovation. Je suis fondatrice de Vivagora. J'ai publié un livre qui s'appelle Alerte Santé, dont je parlerai tout à l'heure. Et puis Dorothée est également une habituée du Forum européen de bioéthique depuis le début, et je dois reconnaître que c'est un petit peu grâce à ces éclairages, on attire l'attention aussi, notre attention sur le sujet que nous allons aborder, que nous avons eu envie également de le mettre au programme. Enfin, Corinne Lepage. Corinne Lepage, je suis avocate de profession. J'ai été ministre de l'Environnement, eurodéputée. Je préside aujourd'hui un mouvement qui s'appelle CAP 21, le Rassemblement citoyen. Voilà, merci. Je vais vous laisser le micro. Giovanni. Bonjour, donc Giovanni Prete, je suis maître de conférence en sociologie à l'Université Paris 13 et je travaille sur les questions de santé au travail, notamment les questions de pesticides en milieu agricole. Yvan Lemao. Yvan Lemao, directeur de recherche émérite au CNRS à Strasbourg. Alors, ma recherche, c'est sur les animaux polaires, mais aussi des tortues marines en Guyane. Et puis d'un point de vue beaucoup plus général dans le domaine de la biodiversité, je préside le conseil scientifique du ministère de l'écologie depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que j'en suis au 10e ministre à l'heure actuelle. Oui. Allez-y, je vous en prie. Je suis Benjamin Pavant, je suis étudiant au lycée Jeanne d'Arc à Mulhouse en terminale S. Et donc je suis ici pour donner mon avis de lycéen et avant tout de citoyen et de jeune sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Et voilà. Voilà, et puis effectivement, dans ce rôle-là, ce sont les grands témoins pour nous, donc des avis de citoyens que nous faisons également venir à la tribune, comme vous voyez, des jeunes, des femmes, tout le monde. Julia. Bonjour, je suis Julia Görg et je suis community manager du Club de la presse de Strasbourg. Et puis également très européenne, puisque Julia vient, entre autres, vient de Roumanie. Okay. Très bien. Alors donc sur le sujet, en fait, nous sommes posé la question suivante. Nous nous sommes dit, voilà, nous sommes sur un sujet d'argent et de santé. Et puis c'est vrai que nous voyons bien à travers les différents, régulièrement, dans la presse, tous les jours vous entendez parler de nuisances sanitaires. Tantôt il s'agit, par exemple, de pesticides, tantôt de la pollution de l'air, tantôt des particules fines, justement de diesel. Et à chaque fois, on entend même dire parfois que on peut peut-être attraper le cancer sans même avoir fumé. On a même entendu dans les années 80, souvenez-vous, que Tchernobyl, le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à Kiel, chez nous ici. Donc voilà. Alors là-dedans, le citoyen, il se pose quand même des questions, et nous-mêmes d'ailleurs, en se disant, qu'est-ce qu'il y a
essayons de voir un petit peu ce qui est vrai, ce qui est de l'ordre du vrai, et ce qui est de l'ordre ou en tout cas de l'information, ce qui est de l'ordre de l'intoxication en matière d'information. Et puis derrière, bien évidemment, quand on creuse, on en arrive quand même à se poser des questions sur la crédibilité du discours scientifique, du discours des experts. Et c'est pour ça que nous avons réuni toutes ces personnes autour de nous à cette table ronde. Et l'idée, c'est d'essayer un petit peu de comprendre en prenant ne serait-ce que quelques cas. Par exemple, avec vous, Corinne Lepage, et non pas Pellichon, pardon, Corinne Lepage. Alors ça, c'est vraiment des sujets que vous connaissez très très bien. Et quand nous avons échangé au téléphone, alors je vous avais posé la question, et pourquoi est-ce que c'est récurrent et on a l'impression qu'on n'en sort pas. Pourtant, vous le dites depuis des années, vous avez aussi essayé de faire quelque chose quand vous étiez ministre, et vous continuez en jouant quand même un rôle de lanceur d'alerte. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en sort pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que l'information est toujours un petit peu comme ça, phagocytée? Bonsoir. Normalement, il marche. Ça marche, oui. Je crois que ce sujet est absolument majeur. La société dans laquelle nous vivons est une société de rapport de force. Le seul vrai contre-pouvoir, c'est vous. Ce sont les citoyens. Le seul vrai contre-pouvoir, c'est la société civile. L'objectif est donc que cette société civile ne puisse d'abord pas s'organiser et ensuite n'ait pas à sa disposition forcément les éléments d'information dont elle aurait besoin. Je ne suis pas du tout dans une théorie du complot, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais j'ai simplement quelques décennies de vol, si je puis dire, qui m'ont permis de comprendre comment ça marchait. Et je viens du reste de publier un bouquin il y a quelques semaines qui s'appelle « L'État nucléaire », dans lequel j'explique à propos du nucléaire, mais je pense que ce que j'explique à propos du nucléaire est transposable dans d'autres domaines, comment, en définitive, l'information et le pouvoir sont phagocytés par ceux qui ont fait un choix. Alors ensuite, le choix, il est bon, il est mauvais, ça c'est une question de valeur, mais en tout cas, ce n'est pas démocratique. Donc la bataille, elle est sur l'information. Nous sommes dans une société complexe, dans laquelle il est effectivement difficile, parce que souvent nous n'avons pas suffisamment les éléments de connaissance pour se faire réellement une opinion, même quand on est un expert. Et d'abord, on n'est pas expert de tout. On est expert d'une science déterminée, d'un secteur de la science, voire pas scientifique du tout, comme c'est mon cas, puisque je ne suis que juriste. Mais personne n'est expert de tout. Donc on a besoin déjà de transversalité. C'est la première obligation pour comprendre. Or, bien souvent, aujourd'hui, lorsque des experts, entre guillemets, sont appelés dans les médias pour expliquer à nos concitoyens tel ou tel sujet, ils ne sont experts que d'une partie du sujet, et très souvent, ils sont des experts qui... je ne parlerai pas le mot qui ne sont pas indépendants, parce que c'est un mot que l'on peut critiquer, mais je dirais qu'ils sont des experts qui ont des liens qui ne sont pas explicités. Je crois que chacun peut effectivement travailler pour X, Y ou Z, sauf que on ne se présente pas comme professeur d'université, donc apparemment totalement indépendant, ou comme chercheur, donc apparemment totalement indépendant, en oubliant de dire qu'on est consultant pour tel ou tel groupe industriel qui précisément est intéressé par le sujet qui est traité. À partir de là, on est déjà sur une information qui est biaisée ou qui est faussée, tout simplement parce qu'il n'est pas possible, quand on a travaillé pour et qu'on est dépendant d'eux, d'être totalement neutre. Je dirais même pas, c'est pas une question d'honnêteté ou de malhonnêteté, on n'est pas neutre par rapport au sujet que l'on aborde. Deuxièmement, notre monde, et le sujet de votre forum de cette année est très clairement mis en exergue, est quand même dominé par l'argent et les rapports financiers. Nous sommes un monde dans lequel les multinationales ont un pouvoir exorbitant, et je crains fort que si nous allons dans la fâcheuse opération du TTIP, ce soit encore bien pire.
Donc, ces grandes organisations ont des moyens extrêmement puissants et ont su, en 40 ou 50 ans, semer et organiser les choses. Et comme je n'ai pas trop de temps, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais simplement vous citer un exemple. En Europe, pour tout ce qui concerne la santé et l'alimentation, c'est l'EFSA qui est l'organe d'expertise des décideurs, qu'il s'agisse du Conseil, qu'il s'agisse de la Commission, qu'il s'agisse du Parlement européen. Or, j'ai le regret de vous dire que l'EFSA est truffée de conflits d'intérêts. Pendant 5 ans, pas seul, notamment avec mon ami Michel Rivasi, nous nous sommes escrimés à essayer de faire en sorte qu'il y ait des règles du jeu qui soient plus honnêtes. Et nous sommes même arrivés à obtenir du Parlement européen, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, que l'EFSA ne bénéficie pas d'un vote favorable à la fin de son exercice, parce que précisément la question des conflits d'intérêts n'était pas réglée. Des progrès ont été faits, ils sont très insuffisants. Ils sont très insuffisants, ce qui fait que, et on en a un exemple récent avec le bisphénol A, que les avis qui sont donnés ne sont pas des avis dans lesquels la priorité est celle de la santé publique. La priorité n'est pas la santé publique, la priorité est l'intérêt de l'industrie, alors certes matinée de considérations plus sympathiques à l'intérêt général, mais quand même, ce n'est pas l'intérêt général qui prime, ne serait-ce que parce que de très nombreux experts de l'EFSA sont en même temps membres du plus gros lobby agroalimentaire qui existe, qui est l'ILSI. Donc je pense que s'il y a des gens ici qui sont un peu au courant des affaires européennes, ils connaissent l'ILSI. Et qui fait que, effectivement, les avis qui sont donnés sont tendancieux. C'est vrai pour le bisphénol A. Je me suis bagarrée sur d'autres produits courants. Je pense en particulier à l'aspartame, mais pas seulement, où on a eu des avis qui ne tenaient absolument pas la route. Voilà. Donc, je crois que la bataille pour une information honnête, pour une expertise qui soit à la fois plurielle, pluridisciplinaire et contradictoire, c'est-à-dire où le pour et le contre puissent s'affronter de manière claire, avec une explicitation des raisons pour lesquelles on est pour et des raisons pour lesquelles on est contre. C'est absolument fondamental pour arriver à une information honnête pour le public et par voie de conséquence pour la capacité de nous tous à pouvoir nous positionner et exercer notre droit élémentaire qui est celui du citoyen qui doit rester l'acteur de son destin. En fait, on revient encore une fois, on l'a entendu hier, à cette histoire de liens d'intérêts qui peuvent tout doucement donner lieu à des conflits d'intérêts et dans tous les cas, jeter un discrédit total sur la parole, voire générer des gros problèmes, des scandales. J'aimerais bien après qu'on parle du bisphénol A parce que je sais qu'hier, le professeur Charles Sultan et d'autres auraient aimé évoquer, juste pour qu'on se souvienne de quoi il s'agit. Et en plus, en prenant un exemple concret, on comprend tous très bien de quelle manière ça se passe. Quant aux institutions européennes, les différentes structures européennes, même si on ne les connaît pas, je crois que le fait de les évoquer nous permettra à tout un chacun d'aller voir ce dont ils retournent. Ce qu'on entend aussi, Dorothée, c'est qu'en fait, il faut, voilà, pour arriver à l'information, alors l'information est disponible, mais ça dépend encore, il faut savoir où la trouver. Et puis, il y a ce travail que font ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Alors peut-être qu'ils ont aussi un rôle dans la société pour éveiller les consciences, pour alerter. Comment on peut résumer le rôle des lanceurs d'alerte d'ailleurs ? Ce sont des histoires toutes particulières. Quand nous avons commencé à enquêter avec André Cicolella pour le livre que nous avons publié, je crois, en 2006,
donc alerte santé. Nous sommes allés à proximité dans les écosystèmes, on peut dire, d'une dizaine de lanceurs d'alerte, l'un étant sur l'affaire du gaucho, l'autre sur les problèmes d'aflatoxine, etc. etc. Et donc chacun, mercure dentaire, et chacun vivait un drame plus ou moins profond personnel parce que pas écouté, parce que pas compris, parce que rejeté, et donc avec des perspectives de carrière véritablement laminées. Donc c'était très très difficile pour nous aussi à approcher cette situation. Je crois que la question du lanceur d'alerte est majeure, c'est-à-dire effectivement la possibilité d'avoir la liberté de dire, comme l'a fait un ancien dirigeant d'une entreprise pharmaceutique, attention, il pourrait y avoir le prion, c'est-à-dire l'agent de Creutzfeldt-Jakob, qui pourrait être présent de par les usages et les origines de certains produits utilisés pour des problèmes de suite opératoire, donc très très largement. Eh bien, évidemment, quand quelqu'un commence à dire attention, prenons des précautions davantage, etc., et que la direction voit que et ça va amener des coûts supplémentaires, il y a un vrai rapport de force dont a parlé Corinne Lepage tout de suite, qui s'installe. Je crois que moi, ce qui me frappe en écoutant Corinne, parce qu'on travaille depuis des années ensemble, parce qu'on a collaboré au rapport de Jean-Louis Borloo, il y a quoi maintenant, 12 ans, 15 ans, enfin, ça paraît incroyable de voir comme on a du mal à avancer. Et j'aimerais bien qu'on soit attentif à voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on voit des signaux de progression. Ce qui apparaît, c'est que à part l'enquête que nous avons faite avec André Cicolella et puis par les travaux que nous avons menés pour ce rapport, c'est qu'il y a un caractère systémique, c'est-à-dire que nous sommes enfermés dans une manière d'appréhender les problèmes de santé publique qui n'est pas adéquate. C'est ce que André Cicolella appelle mauvais paradigme, il faut renouveler les choses parce que nous sommes véritablement dans des sujets complexes, particulièrement quand il s'agit de perturbateurs endocriniens. Je rappelle que ce sont des sortes de leurres qui miment nos hormones. Donc vous comprenez bien que dès lors que des molécules de l'industrie, comme des plastifiants, viennent copier des processus hormonaux, eh bien vous ouvrez la porte à des maladies auto-immunes, à des cancers hormonodépendants, etc., etc. Et vous ne pouvez plus utiliser les mêmes outils et d'expertise et de barrage aux problèmes que ceux qui étaient utilisés précédemment, qui a une dose qui était dose dépendant. Aujourd'hui, nous sommes face à des situations où on est plutôt dans une affaire qui est moment dépendant. Perturbateur endocrinien qui tombe au moment d'une grossesse, c'est extrêmement problématique. Donc il faut saisir cette complexité et c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre info, intox, vérité, pas vérité, parce que les choses sont extrêmement compliquées. J'ajoute à la complexité le sujet des nanotechnologies que j'ai particulièrement enquêté et où on voit que, eh bien, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que oui, vous pouvez parler nanotube de carbone, nanotitane, nano-argent, nano-silice, tout ça, c'est dans tous nos produits quotidiens. Mais en fait, la toxicité, elle est où? Eh ben, elle dépend de là où le produit se trouve. Voilà ce qu'on vous répond. C'est-à-dire que tout dépend du milieu qui porte la nanoparticule. Donc vous comprenez bien que là, on est perdu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce produit est toxique. C'est la situation qui est problématique. Et ça m'amène à ouvrir une boîte qui me semble extrêmement importante, qui, à mon avis, là où on voit du changement, c'est dans quel type d'innovation nous voulons nous situer. Comment est-ce que nous pouvons travailler sur des innovations où, dès le départ, on pense à limiter, à avoir une sorte de sobriété de polluants aussi, pas seulement de matière, mais aussi de polluants, essayer d'avoir une vigilance aussi, tous ensemble, toute la chaîne de valeur, tous les acteurs concernés, pour construire une vigilance coopérative. C'est plus du tout la même approche où on va avoir des groupes d'expertise, des journalistes qui vont attaquer à moindre situation.
Je dirais simplement, pour terminer, que là où on est contre-productif, c'est que, je reprends l'exemple du gaucho. À l'époque, quand on essayait de creuser cette affaire des abeilles, et vous avez vu comme ça a évolué ce dossier, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a un énorme problème. Eh bien, le problème, c'est que si vous prenez les outils habituels, vous pouvez éjecter cette molécule du gaucho, mais dans la réglementation, mais 3 mois après, une autre va arriver dans le pipeline qui sera pratiquement la cousine de ce produit, et vous ne serez pas plus avancé. Donc il faut vraiment qu'on travaille dans une coopération des parties prenantes pour changer les postures industrielles. Sur l'affaire des abeilles, donc Yvan Lemao va peut-être pouvoir nous en dire un peu plus d'une manière scientifique. Je vous laisse intervenir. Oui, c'est un très bon exemple, celui des abeilles. C'est un exemple d'abord parce que la biodiversité nous rend beaucoup de services. Et parmi ces services rendus, les abeilles sont au premier plan, vous le savez, pour la pollinisation. Alors maintenant, je crois qu'il faut quand même ne pas rentrer dans un débat où on voit très bien, on a peur de la science. Les scientifiques sont des méchants qui sont vendus. Enfin, on va très rapidement à cet extrême. Alors qu'en réalité, si on vit beaucoup plus longtemps aujourd'hui, c'est grâce à la science. La science a fait considérablement progresser à de nombreux points de vue et dans notre façon de vivre également, dans notre confort. Bon, je crois que c'est quand même utile de le dire. Alors, dans le cas du gaucho, bien sûr, dans un premier temps, on a dit, oui, ce sont des sociétés qui sont complètement vendues, Bon, en réalité, c'est un réel problème scientifique qui fait dire que tout à l'heure, il était tout à fait pertinent de parler de la complexité. Parce que le gaucho, en milieu contrôlé, étudié par les chimistes dans des conditions artificielles, n'a pas d'effet délétère sur les abeilles. Le problème, c'est qu'on a changé les races d'abeilles, on a fait venir des abeilles de toutes sortes d'endroits pour augmenter les rendements. Ces abeilles qui, ailleurs, ne posaient pas de problème avec leurs parasites, en posent chez nous. Et donc, c'est multifactoriel. Et en prenant en compte tous ces éléments, le gaucho a un effet délétère. Donc, ce n'est pas une question de sincérité dans ceux qui avaient fait les premières études, c'est que la science a progressé et qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'il faut aborder ce type de problème dans une situation écologique. Et là, évidemment, quand je dis écologique, je me démarque du militantisme écologique, je parle de l'écologie scientifique. Alors justement, j'allais poser la question et je vais donner la parole à Giovanni Pertier parce qu'il a envie d'intervenir. C'est à se demander s'il y a, finalement la question elle est pour tous, hein, je pensais au professeur Bellepomme mais également à vous Corinne Lepage, s'il y a une guerre des industriels contre les scientifiques. Et je vous laisse y réfléchir et puis on va vous écouter Giovanni. Je voulais intervenir un petit peu à la suite de ce que vient de dire monsieur Lemao. En ressoulignant une première chose, déjà, c'est que le conflit est intrinsèque à l'activité scientifique, le conflit entre pairs et le désaccord. Il y a un fait scientifique, c'est pas une étude qui... c'est peut-être très simple ce que je raconte, mais c'est bien de le dire quand même. Quand on dit une vérité sur un état du monde, c'est pas une étude qui dit une vérité sur un état du monde, c'est un ensemble d'études qui vont aller dans un même sens et qui vont permettre à un moment d'être d'accord sur l'évolution, sur les connaissances sur un état du monde. Il y a des débats scientifiques, et c'est pour ça qu'il y a des revues, c'est pour ça qu'il y a des... Voilà, c'est intrinsèque. Donc l'incertitude, elle est intrinsèque à l'activité scientifique. Ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est autre chose, ce dont a parlé Mme Lepage, c'est comment des industriels, puisque c'est ça dont il est question ici, alimentent volontairement le doute à l'intérieur de l'activité normale scientifique. Pour ça, il y a un certain nombre de travaux aujourd'hui, que ce soit en sciences sociales, en histoire, ou des travaux de journalistes, qui montrent ces stratégies des industriels, et on appelle ça, en gros, c'est la fabrique du doute. Alors, je vous renvoie à des travaux sur les actions de l'industrie du tabac, sur le changement climatique, sur le saturnisme. Ali Tebomoni a fait un livre qui vient de sortir qui s'appelle « La science a servi », l'amiante. Donc tout ça, c'est, ou Stéphane Foucard, donc des journalistes qui reprennent ces travaux-là et qui les synthétisent aussi pour les vulgariser. Donc là, on a un deuxième niveau de complexité
qui est celui de... On a un fonctionnement normal de la science où il y a des controverses à l'intérieur de la science. On parle des perturbateurs endocriniens, c'est un état normal de controverse. C'est-à-dire l'hypothèse des perturbateurs endocriniens, qui est de moins en moins une hypothèse, remet en cause les paradigmes sur lesquels reposait la toxicologie aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des travaux, tout l'appareil réglementaire qui est basé sur un certain nombre de postulats se pose des questions, il y a des recherches qui sont développées pour essayer de comment on peut prendre en compte cela au niveau réglementaire, c'est-à-dire au niveau du passage de l'arène de la recherche à l'arène de la science réglementaire, hein, parce qu'il faut bien distinguer les deux. Et puis je rajouterai un troisième niveau de complexité, celui sur lequel je travaille notamment avec les pesticides, avec des collègues Jean-Noël Jouzel et François Dedieu, qui est celui des États où il y a des certitudes, il n'y a pas d'incertitude, on n'est pas dans un univers controversé, on connaît des choses et on ne les prend pas en compte. Ça, c'est encore autre chose. Et alors là, le sociologue que je suis, un sociologue des organisations, sociologue de l'État, va se poser la question, mais comment ça se fait? Il y a des choses où tout le monde est d'accord et on ne les prend pas en compte. Eh bien, c'est un autre niveau d'analyse qu'il faut prendre en compte, c'est le fonctionnement des routines organisationnelles à l'intérieur des ministères, à l'intérieur des administrations, à l'intérieur des organismes de recherche. La séparation entre différents ministères sur un même sujet. Et je vais prendre un exemple très très simple pour illustrer ce point. En ce moment, je travaille sur la réglementation autour de la mise sur le marché des produits phytosanitaires, ou pesticides, ou produits phytopharmaceutiques, hein, les appellations sont controversées. Et comment ça se passe? En fait, les substances actives sont régulées au niveau européen, et puis les produits qui sont mis sur le marché sont régulés au niveau français. Et en fait, avant leur mise sur le marché, on fait une évaluation de leur toxicité sur l'environnement et sur l'homme. Et pour faire leur évaluation de toxicité sur l'homme, on utilise des modèles. Et dans ces modèles, il y a un certain nombre de postulats sur comment le travail agricole se fait. Voilà. Et notamment, un des postulats qui est fait et qui est souvent pris quand on fait une autorisation de mise sur le marché, c'est le postulat que les agriculteurs vont utiliser des équipements qui vont les protéger. Donc des combinaisons, des gants, des masques, etc. Bon, très bien, donc on va faire ce postulat-là, et puis ça va permettre de diminuer finalement le risque, hein, le calcul de risque sur la santé humaine de l'utilisation de tel ou tel produit. En 2007, un ergonome a fait une alerte autour de cette question-là en disant les EPI c'est très bien, donc les EPI, les équipements de protection individuelle, ce dont je viens de parler, c'est très bien, sauf que, il a dit, d'une part, il y en a qui ne protègent pas bien quand on les porte, puisqu'il y a des passages du produit qu'on a mal calculés, et d'autre part, et c'était ça à mon avis le plus important, mais ça a été un petit peu oublié depuis, les EPI ne sont pas portés. Pourquoi ils ne sont pas portés? Parce qu'il fait chaud, etc. Et en fait, ce que je voulais dire sur les certitudes qu'on a qui ne sont pas prises en compte dans les administrations, donc avec des collègues, on a suivi le déroulé de cette alerte et son devenir, et c'est assez fascinant parce que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, si vous interrogez les administrations, il y a un savoir qui est un savoir pas difficile, hein, on n'est pas sur de la science, on a fait des enquêtes pour savoir est-ce que les équipements de protection sont portés par les agriculteurs. Ils ne le sont pas parce que c'est trop chaud, parce que ça coûte trop cher, parce que ça fait peur aux riverains qui voient des agriculteurs qui portent des équipements de protection. Il y a plein de raisons pour lesquelles ils ne sont pas portés. Et pourtant, on continue à avoir un appareil d'évaluation du risque qui repose sur la fiction du port des EPI. Voilà. Donc ça, comment on peut l'expliquer? Nous, on montre qu'en fait, c'est parce que la responsabilité, elle est diffusée à l'intérieur de l'administration et qu'il y en a qui sont chargés de faire vérifier la conformité des EPI, il y en a qui sont chargés de faire des règles de portabilité, et que finalement, la question de savoir finalement qui va être vraiment responsable s'ils se contaminent les agriculteurs au bout, c'est les agriculteurs eux-mêmes, puisqu'ils avaient qu'à porter leurs EPI. Voilà. Donc je rajoute un niveau de complexité à ce débat. Corinne Lepage, vous vouliez également intervenir là-dessus. Oui, très rapidement. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que derrière tout ça, c'est la question de la responsabilité. Sur le fait qu'on ne sait pas, on ne croit pas ce que l'on sait. Jean-Pierre Dupuy a très bien expliqué ça dans le catastrophisme éclairé, avec cette jolie formule de dire on ne croit pas ce que l'on sait. Et ça, vous pouvez l'appliquer à de très nombreux domaines, parce que si l'on croyait ce que l'on savait, on prendrait d'autres décisions. On commencer par le changement climatique, mais pas seulement. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, en complément, et je partage tout à fait ce qui a été dit, la manière dont, notamment sur les pesticides, les produits sont évalués. Vous rappeliez avec juste raison que les principes actifs sont évalués au niveau communautaire et les produits au niveau national. Sauf que les études se font sur le principe actif. Or, ça veut dire quoi? Pour prendre un exemple, c'est comme si, pour la cigarette, on évaluait la nicotine, principe actif, et pas les adjuvants. Et on autorise finalement la cigarette. Par voie de conséquence, les études qui sont faites
sur l'impact n'ont strictement rien à voir avec la réalité. On est dans la virtualité, comme pour les équipements. Et donc, effectivement, on a un corpus de règles qui est virtuel à bien des égards. Et tout ceci nous renvoie à quelque chose qui est essentiel, et j'en termine par là, parce que ça touche à la responsabilité, c'est que dans tous ces domaines, on devrait avoir une séparation très sérieuse entre l'évaluation du risque et la gestion du risque. Ceux qui évaluent le risque ne doivent pas être ceux qui le gèrent et vice-versa. Or, on arrive dans un système dans lequel l'expert qui évalue le risque ne donne qu'un avis et n'est donc pas responsable de l'avis qu'il donne quant à la décision qui est finalement prise. Et le décideur dit « moi je ne sais pas ». Et donc, je ne fais que prendre la décision que m'a proposée l'expert. Donc on est dans de la confusion entre l'évaluation du risque et la gestion du risque, et donc dans une irresponsabilité généralisée. C'est quand même très important de savoir tout ça, de savoir de quelle manière ça se passe, quel est le chemin que ça prend, qui intervient sur un dossier et pourquoi on arrive à un résultat. Ça permet à tout un chacun de mieux comprendre parfois les incohérences ou les aberrations que l'on peut voir. Oui, le grand témoin qui demande à prendre la parole, avec plaisir. Hein. Après, on écoutera aussi le professeur Bellepomme, parce que je lui ai posé une question. Hein. Avec ce micro. Je vous en prie. Justement, c'était par rapport à cette question, si je pouvais essayer d'y répondre aussi, les industries et les scientifiques. Enfin, on sait que les lobbies réalisent des études indépendantes dont les résultats sont en contradiction avec ceux des organismes agréés, qu'ils soient européens ou nationaux. Et on peut même voir ça à un niveau européen et français en ce moment avec le bisphénol A, justement, où l'étude menée par le FSA dirait que le bisphénol A n'est pas dangereux, et ce, à tous les niveaux d'âge, alors que nous, en France, on l'a interdit dans la plupart des choses au 1er janvier de cette année. Donc là, ça sème l'esprit ça sème le doute dans la tête des consommateurs. Donc ils ne savent plus où donner de la tête. C'est dangereux, c'est pas dangereux. Et après, ça pose ce problème-là, le poids des lobbies dans le fait de savoir si c'est dangereux ou non, et la diffusion de l'information. Si l'information est bloquée à un certain niveau, on ne peut plus avoir la bonne information. D'ailleurs, vous-même, professeur pardon, vous pouvez y aller, exprimez-vous, hein, si vous voulez l'applaudir, ce jeune homme. Professeur Bellepomme, donc on vous a écouté tout à l'heure, vous avez cité un certain nombre de cas, vous avez cité aussi la difficulté à faire cheminer l'information, à faire entendre raison, à faire juste partager le débat parfois. Et je me disais, mais pour quelqu'un comme vous, ça ne doit pas être toujours simple, et je pense que, vous le savez, votre parole aussi a été souvent mise en cause également. Enfin, elle a été plutôt, on dit oui, mais il ne sait pas de quoi il parle, c'est un idéologue, etc. Vous l'avez déjà entendu ça, j'imagine. Est-ce que ça ne participe pas de ce processus justement de décrédibilisation d'une parole, d'expertise quand on n'a pas envie de l'entendre? Non, mais de moins en moins. Je voudrais revenir sur les problèmes de qualité du message et de la confusion qui est générée dans le public, comme il vient d'être dit. Je pense qu'il y a deux types de dérapages. Il y a des dérapages qui sont involontaires et qui croient bien faire d'ailleurs. Et puis il y a les dérapages volontaires qui posent le problème tout simplement de la corruption. Corruption non seulement financière, mais idéologique, comme je vais essayer de vous le dire. Pour ce qui est des dérapages involontaires, il y a bien sûr, si vous voulez, comme cela a été souligné par Yvan Lemao, une énorme complexité scientifique afin de, si vous voulez, de séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et vous savez que la science progresse grâce au principe de falsifiabilité, ce que le philosophe allemand Karl Popper a tout à fait bien défendu dans ses livres. Et donc la science se trompe, mais à un moment donné et à un autre, elle rectifie ses erreurs en se corrigeant. Et ce qui apparaît, c'est que devant l'urgence de la situation, les ONG, notamment un certain nombre de personnalités de la société civile, qui n'ont pas forcément une idée précise des difficultés, de la complexité de la science, prennent position tout simplement parce que
Le bon sens commande à dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui est tout à fait nouveau, qui est dangereux pour la santé. J'aimerais bien que ce mot soit au centre, si vous voulez, de notre débat. La santé est prioritaire et c'est la raison qui fait que le médecin que je suis, qui est en bout de chaîne, qui voit les malades, qui quelquefois a du mal à se connecter avec des scientifiques, qui a du mal à se connecter, si vous voulez, les scientifiques étant par ailleurs souvent cloisonnés dans leur discipline, j'ai du mal, si vous voulez, à faire passer un message de santé, tout simplement parce que les scientifiques ne sont pas toujours au rendez-vous des malades, parce qu'ils n'ont pas l'expérience des malades. Je pourrais citer le problème des champs électromagnétiques où tout le monde parle pratiquement faussement. Et donc nous sommes dans une situation de confusion extrême de façon involontaire. Et je voudrais souligner que bien que je défende tout à fait le travail essentiel des ONG, il faut manifestement que, si vous voulez, le message scientifique soit scientifiquement fondé, de façon à ne pas, si vous voulez, donner des informations qui ne s'avéreront inexactes et qui hérissent et le corps médical pour certaines d'entre elles et le corps des scientifiques. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut mettre beaucoup de réserve dans cette notion de lanceur d'alerte. C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Le lanceur d'alerte, c'est le guerrier qui est sur une tour et qui essaie de prévenir les autres qu'il y a un danger. Le seul problème, c'est qu'il faut être sûr qu'il y a le danger. Et donc, il faut que ce lanceur d'alerte, entre guillemets, soit un scientifique averti. Et ça n'est pas toujours le cas, malheureusement. L'autre point, si vous voulez... Mais ça veut dire que les associations, les citoyens ne peuvent pas non plus jouer ce rôle-là avec l'aide d'un scientifique? C'était absolument cela. Je vais vous citer un exemple très très simple en ce qui concerne les problèmes des champs électromagnétiques. Quand des associations, je ne vais pas les nommer, vous disent que c'est les antennes relais qui sont les plus dangereuses pour les malades, ça n'est pas fondé. Dans notre étude qui regroupe plus de 1200 malades, si vous voulez, qui est la plus grande série mondiale de malades examinés et investigués au plan biologique, la première cause, dans 60% des cas, c'est l'abus du portable ou du DECT, c'est-à-dire le téléphone sans fil, et les antennes relais en elles-mêmes, c'est 5 à 10% au grand maximum. Donc, il y a une hiérarchie à faire, et attention à ce que des personnalités de renom par ailleurs, quelle que soit leur spécialité, disent dans les médias. Il faut absolument corriger le tir à chaque fois en restant excessivement scientifique. Et Yvan Le Mahon a tout à fait raison de dire que c'est très complexe. Mais, et j'en viens là, pour clore ce chapitre des dérapages involontaires au niveau de l'information, il y a un rôle des institutions qui n'est pas fait. Je suis d'accord avec Corinne Lepage quand elle dit qu'il faut un débat contradictoire. Bien sûr, mais ce débat contradictoire ne doit pas être dans le grand public, il doit être dans les institutions. C'est le rôle de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, d'avoir ce débat contradictoire. Or, ça n'est pas fait. Et pourquoi est-ce que le public je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que le public, ou alors je ne vous ai pas bien entendu dans ce cas, pardon, pourquoi est-ce que le public ne pourrait pas participer à ce débat? Je pense que si vous voulez... Je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a la vérité scientifique. Et là, il n'y a que les scientifiques qui sont capables de la donner. Après, je sais que ça va heurter. Mais attendez. On vous écoute. Non, on ne peut pas fabriquer de la science quand on n'a pas l'expérience. Par contre, là où il y a une nécessité du débat public, c'est au niveau des prises de mesures, des prises de décision. Oui, là, en fonction des données apportées par la science, il y a un débat public à avoir. Et je voudrais terminer en parlant si vous voulez, de ce qui est beaucoup plus grave, c'est des dérapages volontaires. Et là, nous tombons sur la corruption, qui est une corruption idéologique et financière, et il est évident que là, nous avons une perte d'indépendance scientifique, et c'est la raison pour laquelle je crois une fois de plus que ces débats doivent avoir lieu dans les institutions qui sont faites. C'est ce que les Grecs faisaient à Athènes, dans les institutions qui sont fondées pour faire progresser la science. Alors, on va écouter Corinne Lepage. C'est juste que cette réflexion me fait penser à quelque chose, en fait. Quand on a commencé avec la bioéthique, on nous a dit
ça n'intéresse personne. Il faut laisser débattre dans d'autres cénacles. Corinne Lepage, on va vous écouter. Pardon. Alors, moi, Dominique, je t'entends quand tu dis qu'au niveau de l'évaluation du risque, et l'évaluation doit être scientifique. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il faut effectivement avoir les éléments qui permettent de savoir. Mais là où je suis en total désaccord avec toi, c'est sur la gestion du risque. Parce que là, on est dans un domaine démocratique. Et que les citoyens... C'est ce que j'ai dit, Corinne. J'ai dit que la gestion du risque... Alors, si possible. On va s'écouter parler, après on pourra se répondre. Hein. Alors, si. Corinne Lepage, on vous écoute. Bon, alors Dominique vient de me dire que c'est ce qu'il avait dit, moi c'est pas ce que j'avais entendu. Donc voilà, alors j'ai mal compris, je fais amende honorable, donc nous sommes d'accord. Je pense que sur la gestion du risque, c'est effectivement quelque chose d'éminemment démocratique. Sur les lanceurs d'alerte, je n'aurais pas tout à fait la même position que toi. D'abord, il peut y avoir des lanceurs d'alerte au sein d'entreprises, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément des scientifiques, mais des gens qui travaillent dans une entreprise et qui se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements qui peuvent avoir des incidences graves sur la santé humaine. Là, on doit avoir des procédés, non pas à mettre sur la place publique, là-dessus je suis d'accord avec toi, mais internes à l'entreprise qui permettent effectivement de savoir si c'est vrai ou pas, et une procédure qui permet, si l'entreprise s'en fiche, c'est-à-dire met la demande dans un tiroir et ferme le tiroir à double tour, de passer à un autre organisme qui sera normalement créé par la loi et qui devrait pouvoir s'en saisir. Deuxièmement, tu sais comme moi qu'on peut tout à fait lancer une alerte à partir de l'apparition de phénomènes anormaux, disons, de beaucoup de pathologies au même endroit. Bon. Sur les antennes relais, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais on peut effectivement, et c'est arrivé dans un certain nombre de cas, partir simplement d'un constat, et ce constat, il peut être partagé par les citoyens eux-mêmes, sur le fait qu'il y a une anomalie. Regarde, l'histoire de Kodak à Vincennes et des terres qui étaient contaminées, c'est quand même parti de la base et des gens qui habitaient à Vincennes. Les affaires d'amiante, elles ont démarré comment ? Elles ont démarré par des inspectrices du travail c'était en 1896, qui ont constaté qu'il y avait un nombre anormal de gens qui souffraient de maladies de la plèvre dans des entreprises qui justement utilisaient l'amiante. Donc, c'est des... Oui, si tu veux... Oui, mais enfin, c'est pas des scientifiques. Donc, simplement, je veux dire par là, je n'aurais pas du tout le même, disons, la même césure aussi sèche entre les scientifiques et les non-scientifiques. Je pense que les non-scientifiques ne peuvent pas effectivement avoir de vérité scientifique, si tant est qu'il soit facile de l'établir, ce qui est encore une autre paire de manches. Mais par contre, ils peuvent être des lanceurs d'alerte, à charge pour les scientifiques de voir si c'est une alerte qui est justifiée ou une alerte qui n'est pas justifiée, étant entendu que pour les fumistes ou les malhonnêtes, il doit y avoir les sanctions appropriées. Voilà. Alors, donc, il y a les deux grands témoins qui demandent effectivement la parole depuis déjà un moment. Yvan Lemao qui a entendu son nom et puis qui a envie aussi d'intervenir depuis un moment. On va vous écouter et puis, promis juré, je reviens à vous tous les trois. Oui, il faut quand même dire que dans les académies, je fais partie de 3 académies, il y a des débats. Il y a d'autres académiciens ici, ils peuvent l'attester. On a des débats et on voit très bien à l'Académie des sciences, donc je suis à l'Académie des sciences, l'Académie de pharmacie et l'Académie européenne, donc dans 3 académies, je peux voir que ça discute et nous participons à des débats et on voit que la compréhension d'un problème évolue. On en a eu par exemple sur les OGM et on voit que ça évolue, que la compréhension évolue et avec les progrès de connaissances scientifiques, par exemple le fait qu'on ait découvert des résistances de la part des ravageurs a changé la compréhension des OGM et sur le climat, on a eu aussi des débats très riches. Alors je voudrais signaler au passage qu'un des grands problèmes dans l'environnement, et d'ailleurs Dominique Belpaume en a justement parlé en début d'après-midi, c'est que très souvent, on n'a que des associations. C'est-à-dire que le climat à l'heure actuelle, si on dit c'est l'augmentation des gaz à effet de serre
qui est responsable du changement climatique, c'est parce qu'on a, dans les carottes de glace antarctiques, montré que chaque fois qu'il y avait une augmentation des gaz à effet de serre, il y avait une augmentation de la température. Mais c'est une association. Dans ce sens-là, Allègre a tout à fait raison de dire on ne peut pas le prouver. C'est la grande difficulté dans le domaine de l'environnement. On ne peut pas le prouver tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule planète. Il faudrait, comme dans la science expérimentale qui est la mienne, où on a des animaux témoins, des animaux sur lesquels on va faire une modification, il faudrait avoir 2 planètes. Là, on pourrait prouver. Le seul problème dans le contexte du changement climatique, c'est qu'on est en train de constater une augmentation de la température qui est conforme à ce qui a été calculé, elle est même plus rapide. Et à partir de là, on y reviendra vendredi certainement, le principe de précaution doit s'appliquer. Très clair, oui, tout à fait. Alors, je vais donner la parole à notre grand témoin, mais juste une petite information, un petit rappel que je vais faire régulièrement désormais, c'est que donc ce débat, comme tous les débats, sont filmés, retransmis en direct sur Internet, donc vous pouvez les suivre en live streaming, sur le site des DNA, sur le nôtre, Forum de bioéthique, celui de SRAS TV, également nous écouter sur RBS et retrouver la totalité de ces débats après le Forum européen de bioéthique ou même à partir de demain. Nous vous écoutons. Je vais commencer mon exposé comme ça. Dans l'énoncé du sujet, on voit un nous. Qui est concerné par le nous? Est-ce que c'est nous dans cette salle ou est-ce que c'est l'humanité, la planète entière? Parce que je vais prendre un exemple pour commencer, c'est l'industrie du textile. On sait que dans les vêtements que nous portons tous les jours, il y a des produits qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont avérés dangereux. Ce n'est pas une supposition, ça a été prouvé par exemple que le formaldéhyde était une substance cancérogène avérée, ça a été prouvé par le Centre international de recherche sur le cancer, et pourtant nous exposons des ouvriers dans d'autres pays comme la Chine ou l'Inde sans protection tous les jours à cette substance et à d'autres substances. Je ne vais pas énumérer toutes les substances qui sont utilisées dans les industries, mais il y en a beaucoup qui sont avérées dangereuses et pourtant il y a un laisser-faire mondial. Et ça aussi c'est une question d'éthique. Est-ce que ma vie vaut plus que celle d'un travailleur, d'un travailleur chinois ou d'un travailleur indien? Est-ce que ma vie vaut plus? Est-ce que l'éthique ne devrait pas s'appliquer au niveau mondial plutôt que simplement à un niveau européen ou national? Après, je vais parler du Mediator, par exemple. C'est un médicament qui a été... C'est prouvé qu'il y a 5 millions de personnes environ qui en ont pris, entre 1000 et 2000 décès. Et on l'a prescrit pour les mauvaises raisons. Et pourtant, il y a aussi eu là un laisser-faire de l'industrie pharmaceutique, Servier. Ensuite, les particules fines, c'est aussi un danger auquel on est confronté tous les jours sans vraiment le savoir. Et pourtant, les grandes villes, on a vu dernièrement que Strasbourg était aussi une ville très polluée et donc que l'exposition aux particules fines était importante. Selon une étude de l'OMS, 80% de la population européenne est exposée à des niveaux de particules fines qui sont au-dessus de la dose admissible. Et donc là aussi, on peut voir le danger. Mais aussi, en faisant mes recherches, j'ai vu que presque tout avait une chance de nous rendre malades, un risque plutôt, je veux dire. Et donc, il faudrait au moins qu'il y ait une information qui soit plus généralisée et mieux diffusée. Par exemple, une certification européenne des produits ou sur un site internet, au moins qu'il y ait une information pour montrer que certains produits représentent un danger avéré où il y aurait deux sections, par exemple, avéré ou supposément dangereux, pour qu'au moins l'information soit mieux diffusée. Vous parliez tout à l'heure de lanceur d'alerte, qui devrait être un scientifique ou quelqu'un. Et même si ces propos sont prouvés et qu'ils sont justes, on n'entend pas forcément ce lanceur d'alerte. L'information est mal diffusée et c'est cette information qui est importante. Par exemple, sur les paquets de cigarettes, on peut voir que c'est dangereux, qu'on peut mourir, qu'on peut avoir un cancer. Pourquoi ce ne serait pas marqué sur un paquet de gâteaux qu'il y a du sirop de glucose fructose et qu'on pourrait avoir le diabète et qu'on pourrait aussi très bien en mourir? Non, mais ça a l'air marrant comme ça. C'est très vrai, mais, c'est vrai. C'est mais c'est des questions moi j'adore à ça. qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que la cigarette, par exemple, serait plus dangereuse que n'importe quelle autre substance? Vous savez, si vous continuez comme ça, ils vont vous élire président. C'est bien parti pour. Hein.
Julia, community manager du Club de la presse de Strasbourg Europe, notre grand partenaire depuis la création du Forum européen de bioéthique. Julia, tu voulais intervenir aussi. Oui, justement, en voulant rejoindre ce que mon collègue il a dit, je voudrais signaler tout d'abord une différence générationnelle. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus hygiénistes et beaucoup plus puristes que, par exemple, la génération de mes parents. Et ils s'intéressent beaucoup plus aux substances nocives, surtout ce qu'il y a dans nos assiettes. Et ici, je voudrais signaler en fait le danger de l'orthorexie, qui c'est l'obsession maladive de ce qu'on mange. Parce que j'ai des personnes dans mon entourage en fait qui ont été atteintes par ça, et je pense que c'est une maladie qui touche surtout les jeunes. Et aussi, ça se manifeste comment, Julia? Parce qu'on n'a pas tous compris forcément. Donc, on fait très attention à tout ce qu'on mange. On est très obsédés par ce qu'on mange. Et en fait, on passe toute la journée en créant des menus. Oui. Et aussi, notre vie sociale souffre à cause de cela parce qu'on ne peut plus sortir dans des restos normaux. Oui. On cherche toujours à manger du bio. D'accord. Okay. Et justement, concernant le bio, je me demandais en fait... si on n'est pas en train de... Si les lobbies, en fait, si le bio, il peut s'échapper, en fait, là, le business du bio, il peut s'échapper au lobby. Ça, c'était une interrogation peut-être à Madame Lepage, qui était députée européenne. Si le business du bio peut échapper au lobby. Hein. Oui. Au lobbying, en fait, peut ne pas être entaché par ça, c'est ça l'idée? Exactement, parce que le patron d'une filiale de Danone, il disait en fait qu'on sauve le monde, mais dans le même temps, on voudrait s'enrichir. Donc... merci pour toutes ces réflexions et interrogations. Est-ce que vous souhaitez répondre là-dessus, Corinne Lepage? À partir du moment où un intérêt économique cherche à faire valoir son point de vue, on peut considérer effectivement que c'est un lobby. Seulement, je dirais que dans mon esprit, quand je recevais des intérêts économiques, ce que j'ai fait évidemment, je savais distinguer. Je pense que mes collègues députés européens savent pertinemment le faire. Le problème, c'est pas tant les lobbies, c'est que le poids des contre-lobbies soit beaucoup plus faible, parce qu'on pourrait dire aussi que les ONG, c'est des lobbies. Sauf que c'est un cheval, une alouette. C'est-à-dire que les moyens dont dispose une multinationale pour faire entendre sa voix n'ont rien à voir avec ceux qu'une ONG, même bien organisée, peut avoir. Et puis le deuxième problème, c'est que les lobbies très puissants travaillent, je dirais, largement autour et alentour des voies classiques. Hein. Par exemple, aujourd'hui, il y a un registre au Parlement européen pour les lobbyistes, qui est très bien. Moi, je suis pour et j'avais bataillé pour. Mais on peut se voir en dehors du Parlement européen, par exemple. Vous voyez ? Bon, voilà, ça, à ce moment-là, c'est pas le registre qui s'applique. Donc, c'est plutôt les moyens autres qui sont utilisés, les amendements tout prêts qui sont donnés. Voilà, c'est plutôt ça que je trouve un peu préoccupant. Mais les lobbies, c'est la loi du genre, je veux dire. Il faut faire avec, mais il faut les encadrer et surtout, il faut qu'il y ait des contre-lobbies puissants. Il faut être en vigilance. Benjamin, encore ? On ne vous a pas écouté, pardon, je vous ai un tout petit peu oublié. Oui. En fait, j'avais une réflexion à faire par rapport Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. J'avais une réflexion à faire par rapport justement à cette grande confusion dont on parlait tout à l'heure, par rapport justement au fait que des produits qui sont dans notre consommation quotidienne, et surtout en tant que jeune, personnellement, je me demande comment on peut être averti de tout ce qui ne va pas dans ce qu'on consomme. Parce que c'est bien beau les fumer dessus sur les paquets de cigarettes, mais on sait aussi, par exemple, on a cité les ondes électromagnétiques qui sont aussi dans nos téléphones mobiles, qu'on utilise beaucoup en tant que jeune. Et comment on peut avoir la garantie que ce qu'on achète n'est pas dangereux pour nous? Quels sont les moyens de diffusion justement qui nous touchent nous pour justement en être sûr et en être certain de ne pas subir de manipulation, c'est ça? Oui, il y a un peu de ça aussi, oui. C'est la question que je me pose. Oui, comment se prémunir contre ça? Ça peut peut-être passer, je ne sais pas, c'est une idée comme une autre, hein, par une recherche systématique de l'information et puis par un esprit critique en permanence. Oui, parce que en fait, on atteint une forme de psychose qui est celle de rechercher toujours sur Internet ce qui ne va pas dans ce qu'on achète. On la connaît un peu tous en tant que jeunes de cette recherche tout le temps sur nos téléphones de ce qui ne va pas.
Et je considère que c'est un droit pour les consommateurs de savoir ce qui compose nos produits de consommation et ce qui en compose et ce qui est dangereux dedans. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous êtes vraiment tous formidables, les jeunes qui êtes venus aujourd'hui participer à cette table ronde. Juste une chose, donc toujours parmi les annonces, on peut également nous retrouver sur le site de Boulevard des Productions qui fait les captations. Et puis, vous rappelez que tout à l'heure, nous allons avoir le plaisir d'écouter une conférence théâtre, une mort moderne, donc avec Bruno que vous avez vu, mais il est en train de se préparer. Et nous allons de suite vous passer la parole et on va passer, comme d'habitude avec Israël, entre les allées pour vous donner le micro. Et je vais me donner le privilège de la première question qui s'adresse à Corinne Lepage, mais également aux autres membres de la table ronde, sur cette stratégie du doute en matière scientifique qui manifestement prend de l'ampleur. Un professeur Seralini, que vous connaissez bien, a fait une étude dont vous avez peut-être entendu parler en nourrissant des rats avec des OGM et a montré que ces rats avaient des tumeurs dans les 90 jours qui suivaient leur exposition à ces OGM. Alors, bien entendu, les photographies de ces tumeurs de rats ont fait un effet terrible à tout le monde, et je pense que c'était voulu, mais peut-être un petit peu néfaste, parce qu'immédiatement, il y a eu un contre-lobby qui s'est installé pour dire que c'était des rats qui faisaient tous des tumeurs et qu'on n'avait pas pris la bonne marque de rat, mais il a quand même obtenu un allongement, c'est-à-dire que les gens qui critiquaient n'avaient pas été aussi loin. Ma question, elle est sur la qualité de la preuve scientifique. J'en veux un tout petit peu à M. Seralini de n'avoir pas été nickel-chrome sur sa preuve et présentant des défauts dans sa preuve scientifique, il prêtait le flanc à un smash gagnant de l'autre côté qui disait ben, vous voyez, les écolos là, ils veulent nous montrer n'importe quoi. Est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu imparfait au plan scientifique pour certes montrer des choses complexes, mais quand même, montrons-les correctement et sans critique possible. Alors trois paroles à la tribune et il y a également une demande ici. Corinne Lepage. Je vais être partiale dans ma réponse, forcément, puisque j'ai créé le CRIGEN, dont Gilles Éric est le président du conseil scientifique. Et si je n'étais plus présidente du CRIGEN au moment où l'étude est sortie, c'est moi qui suis avec lui à l'origine du lancement de cette étude. Je ne suis pas d'accord, Monsieur Nizan, pardonnez-moi, avec ce que vous avez dit, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'étude qu'a faite Gilles Éric est une étude, et c'est la seule de ce genre, qui a duré 2 ans. Aujourd'hui, les quelques études qui sont faites par Monsanto pour évaluer l'impact des OGM sur la santé, donc sur les rats, sont des études de 90 jours. En 90 jours, il ne se passe rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'apparent. Donc, il y a des choses, des anomalies que Monsanto lui-même considère comme statistiquement significatives, mais qui, sur un plan médical, n'ont jamais été considérées comme significatives. Donc, l'idée que nous avons eue était de mener une étude sur 2 ans, sur une très grande population de rats, 100 mâles, 100 femelles, et en nourrissant ces animaux à la fois avec des OGM dosés différemment et avec du Roundup tout seul, de manière à voir si les anomalies n'étaient pas dues au Roundup et pas aux OGM, puisque les OGM, en fait, sont des éponges à Roundup, pour être simple. Donc, la critique qui a été faite à Gilles Éric est dans le choix des rats, de la race de rats. Sauf que la race de rats qui a été choisie pour cette étude est celle qui est choisie par Monsanto lui-même pour toutes les études qui donnent lieu à la délivrance des autorisations de mise sur le marché. Et l'objectif n'était évidemment pas de faire une étude sur le cancer, c'était une étude sur les pathologies qui effectivement ont montré qu'au bout de 6 mois, les rats développaient des tumeurs et les rats développaient des nécroses du foie, des reins et des intestins. Ce n'étaient pas les mêmes problèmes sur les femelles et les mâles. Ce que nous aurions voulu,
c'est que cette étude qui effectivement a été critiquée, peut-être à juste titre, mais qui montrait quand même que peut-être il y avait un problème, donne lieu à la réédition de cette étude. C'est ce qui aurait été normal. Or, 3 ans ou 4 ans se sont écoulés. Au niveau européen, aujourd'hui, aucune étude n'est lancée. La seule étude qui va être lancée, qui ne l'est pas encore, l'est par les Russes, qui ont mis 30 millions d'euros. Notre étude, c'était 3 millions d'euros, ce qui est déjà beaucoup d'argent. Les Russes ont mis 30 millions d'euros pour faire la même étude, en la faisant porter aussi sur les bébés rats, de manière à voir s'il y avait un problème de reproduction. Mais ce que je trouve pas normal, c'est que beaucoup aient critiqué cette étude, peut-être à juste titre, mais il n'est pas jugé utile de la refaire. Et cette étude russe qui démarre, eh bien, nous en aurons les résultats dans 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans encore, nous allons être dans l'étude de Seralini valait pas un clou, donc on peut continuer avec les OGM. Donc c'est ça la difficulté que nous avons. On peut toujours effectivement dire que c'est pas la bonne souche de rat, que c'est pas ceci, que c'est pas cela. Je crois que toute étude, effectivement, peut donner lieu à des critiques. Mais en fait, le tir de barrage incroyable qu'on a eu, incroyable, tient à ce que personne ne savait qu'on avait fait cette étude, qu'a priori, elle n'était pas possible, puisqu'il faut quand même que vous sachiez que Monsanto interdit la recherche, puisque vous ne pouvez pas vous procurer des semences à des fins de recherche. Donc la première difficulté, ça a été de trouver quelqu'un qui veuille bien nous planter des semences pour qu'on puisse nourrir nos rats. On les a trouvées dans un lycée agricole au Canada. On a fait le tour du monde pour trouver ça. Donc on l'a fait dans le plus grand secret. Et donc ça a été effectivement du côté de Monsanto la folie furieuse quand ce truc est sorti, avec un certain nombre effectivement de gens qui, eux, avaient donné les autorisations, les experts qui avaient donné les autorisations et qui évidemment se trouvaient dans une situation extrêmement délicate. Voilà, donc je veux bien, hein, en plus moi je ne suis pas scientifique, donc je ne suis pas en capacité de vous dire oui c'est bien, c'est pas bien, etc. Je vous explique simplement comment ça a été fait. Ça a été fait dans les règles de l'art, par un laboratoire agréé, les choses ont été faites tout à fait normalement. Bon, ça a donné lieu à ce tir de barrage, très bien. Ce qui n'est pas normal, c'est que 4 ans se soient écoulés et qu'au niveau français ou européen, eh bien, aucune étude n'est démarrée. Alors, dans l'ordre de demande de la parole, professeur Bellepomme, Giovanni Prête, Yvan Lemao, et puis monsieur également. Oui, je voudrais prendre la parole pour donner mon point de vue de scientifique et de cancérologue tout de même sur les études de mon ami Gilles-Éric Seralini. Je ne veux pas être taxé, si vous voulez, de ne pas l'avoir défendu, pour avoir moi-même écrit à l'éditeur pour faire en sorte que l'article soit conservé, et de l'avoir invité il y a quelques jours, sinon quelques semaines, à présenter ses travaux devant 300 scientifiques réunis lors du 4e colloque de l'Appel de Paris, pour fêter d'ailleurs les 10 ans de l'Appel de Paris. Ceci étant dit, il faut tout de même appeler un chat au plan scientifique. Le modèle choisi n'est pas le bon modèle. Il est le bon modèle pour répondre à Monsanto et à ce qui se fait réglementairement. C'est-à-dire qu'on prend un modèle de rat que j'ai étudié pendant 10 ans, qui fait spontanément des tumeurs dans 30% des cas. Et on va donner chez ces rats-là, certes pendant 2 ans, ce qui est un progrès majeur, des substances, OGM ou pesticides, Roundup sol, et voir ce qui se passe. Et ce qui est clair, et là, il n'y a aucun doute, puisque j'en ai parlé avec mon ami Dehevel de l'Académie des sciences, nous avons rediscuté de cela pendant de longues heures. Il est clair que les chiffres de Seralini, malgré le fait que le modèle ne soit pas bon, et là je dis que le modèle n'était pas bon, il aurait fallu prendre un modèle qui réponde réellement aux conditions scientifiques, car un modèle qui fait spontanément 30% de tumeurs, c'est un modèle qui déjà a des facteurs génétiques pro-cancérigènes, et donc que n'importe quoi, on aurait donné, si vous voulez, une autre substance non classée comme cancérigène par l'OMS, on aurait peut-être obtenu une différence. Mais il est indiscutable qu'en tout cas, la différence est significative. Et ça a été très bien montré par mon ami Dehevel.
qui était d'ailleurs lors du colloque aussi, et qui a présidé la séance dans laquelle parlait Gilles Salé. Deuxième point, pour répondre tout de même au malaise qui a été créé au niveau des scientifiques. Donc, il y a le choix du modèle qui n'était pas le meilleur. Bon. Et on comprend pourquoi Seralini a fait ça, mais c'est pas la même chose. Une vérité scientifique ne doit pas forcément déboucher sur un combat, je dirais, politique ou, disons, en tout cas sociétal. Le deuxième point, c'est toute la stratégie de communication qui a été mise en place après et qui a été excessivement critiquée, y compris par des gens qui étaient très proches de Seralini. Et je pense que si vous voulez le livre, l'article dans le Nouvel Observateur, un deuxième livre écrit par Corinne Lepage, etc., c'était trop pour un résultat qui était scientifiquement à discuter. Giovanni, prête? Illustre un point que je disais tout à l'heure, qui est, à mon avis, la différence entre sciences réglementaires et sciences académiques. Et elle permet aussi de pointer comment des mots qui, des fois, qu'on utilise, comme le mot « la science » ou « la vérité scientifique » nous rendent un petit peu aveugles. Ce qu'on a dans l'affaire Seralini, alors c'est une façon de le voir, hein, mais c'est pas que, on a parlé des lobbies, c'est des débats, en fait, sur les critères qui seraient des critères pertinents pour prendre des décisions sanitaires. Alors j'ai un collègue, je m'appuie sur la lecture de ce collègue dont je vous renvoie à ses travaux, c'est très facile à trouver sur Internet, qui s'appelle David Demortin, qui a analysé cette controverse, cette polémique autour de l'affaire Seralini, et qui explique en fait ce qui se passe, c'est que Seralini, donc, qui est chercheur académique, produit des connaissances sans respecter un certain nombre de guidelines, donc des lignes directrices, qui sont aujourd'hui les lignes directrices qui font foi dans les instances des agences d'expertise. Et dans ces agences d'expertise, il y a des savoirs empiriques, il y a des habitudes de travail qui impliquent de respecter ces guidelines. Et ces guidelines, elles sont très précises, elles vont dire, pour tester telle toxicité, on va utiliser telle lignée de rats dans un protocole de 90 jours, et puis dans un protocole de 200 jours, on va utiliser telle lignée de rats, etc. etc. C'est des lignes directrices qui se sont mises en place dans les années 50 aux États-Unis. Dans les années 80, elles se sont renforcées. Et elles permettent aujourd'hui de produire des savoirs toxicologiques en routine dans les agences d'expertise. Donc elles sont utiles. D'accord ? Sauf que les toxicologues professionnels sont un groupe professionnel à part, avec ses propres intérêts, sa propre vision, ses propres routines de travail, qui permet à nous de pouvoir avoir une industrie qui fonctionne, etc. Et qui sont un peu déconnectés de la toxicologie académique, qui est celle qui va travailler avec des protocoles différents. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est le résultat aussi d'un non-dialogue entre ces deux types de sciences, une science réglementaire et une science académique. Et un des effets positifs de l'affaire Seralini, comme on l'appelle, c'est d'avoir réouvert au niveau européen le débat sur ces protocoles, ces guidelines qui sont utilisés dans les agences d'expertise à l'EFSA, qui sont utilisés en France à l'ANSES, etc. Parce qu'en fait, il y a une tendance, puisque c'est des protocoles qui sont utilisés en routine, il y a une tendance un petit peu des agences à être un petit peu conservatrices dans leurs protocoles. Voilà. Donc il y a cette dimension-là qu'il faut bien avoir en tête et ne pas utiliser des grands mots comme science. Il faut vraiment rentrer dans le détail pour comprendre ce qui se passe. Après, on peut discuter évidemment des stratégies de communication qui a eu lieu autour de ça. Et alors il y a une responsabilité qui n'a pas été évoquée là, qui est celle des journalistes, la manière dont ils ont présenté cette étude, c'est-à-dire sans rentrer dans le débat et peut-être en alimentant une polémique, plutôt qu'en voyant comment elle soulevait un point très important, qui est celui du problème, peut-être au niveau des agences, des limites, des guidelines qui sont utilisées pour prendre en compte les effets à long terme de produits comme les OGM. Voilà. Yvan Lemao, puis monsieur, je ne vous oublie pas. Oui, Corinne Lepage a commencé en disant qu'elle n'était pas scientifique, mais ce qu'elle a dit est parfaitement exact. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ça faisait des années que Gilles-Éric Seralini disait « il faut ne pas respecter cette réglementation, ce n'est pas suffisant, il faut aller au-delà ». Parce que si l'homme ingère, par exemple, des OGM, moi je ne suis pas sûr que les OGM aient un effet négatif, attention, hein, je n'en suis pas sûr. Néanmoins, il a tout à fait raison, et je regrette comme elle que cette affaire-là n'ait pas induit de nouvelles recherches. Pourquoi pas, par exemple, parce que Dominique Belbaume a raison aussi de dire que cette souche, Sprague-Dawley, je crois, c'est une souche qui fait beaucoup de tumeurs très rapidement. Mais si Gilles-Éric avait pris une autre souche, vous l'avez dit, il aurait été critiqué. On aurait dit, oh, mais ce n'est pas celle qu'on utilise habituellement.
Alors pourquoi pas? Il y a plein de possibilités. Par exemple, il existe des animaux comme le ratope qui développent pas des tumeurs cancéreuses comme le fait le rat, d'ailleurs de pratiquement toutes les souches au bout de 3 ou 4 ans. Il y a plein de possibilités. Et donc, effectivement, il faudrait que la recherche continue dans ce domaine. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Philippe Voltaire, donc il se trouve aussi, je suis au CNRS, alors je suis désolé, ça va être un peu... Mais ça va être très court et c'est 2 points. C'est 2 problèmes, c'est la tolérance, la confiance, pardon, la confiance qu'on peut faire à l'expertise. Aujourd'hui, finalement, on a de moins en moins d'interlocuteurs qui soient à la fois fiables pour ce qui est de leur connaissance et fiables pour les motivations qu'on risque de leur prêter, parce qu'un chercheur, même au CNRS, avec un emploi stable et tout ça, il ne peut pas travailler avec l'argent qu'il va avoir de façon automatique, rien que parce qu'il a ce poste. Il est obligé d'aller chercher de l'argent auprès soit de programmes de lancement, d'appels d'offres qui vont être largement suscités au niveau de grandes orientations qui peuvent être effectivement parfois sanitaires, mais aussi on leur demande, si possible et au maximum, d'avoir des intervenants d'entreprises privées. Ce qui pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'un chercheur qui ne veut pas faire ce genre d'appel, il n'a pas l'argent pour faire de la recherche sérieuse. Donc c'est un vrai souci de crédibilité. Et l'autre point, c'est le point que relevait M. Giovanni Prete, je crois me souvenir, c'était par rapport à la tolérance qu'on a à toutes les annonces terrifiantes de tous les produits sur lesquels il y a des lancements d'alerte, où il y a des gens qui disent c'est très toxique, c'est très ceci, c'est très cela. Par exemple, les pesticides, la France est le pays qui a une consommation de pesticides la plus importante, semble-t-il, de tous les autres pays. Et d'où vient la tolérance et comment arriver à avoir ce paradoxe résolu? Et franchement, j'aimerais savoir comment on peut le résoudre autrement qu'en se demandant, mais finalement, les gens, tout simplement, à un moment donné, ne comprennent plus à quoi ils doivent croire et ils se prennent à ce moment-là un peu de recul et ils constatent une chose, la longévité n'arrête pas d'augmenter. Donc toutes ces choses qui sont de plus en plus terribles et de plus en plus nombreuses ne sont pas avec un bilan global de la vie complète d'un humain aussi apparente que ça. Et ça ne veut pas dire que je conteste le fait que pour des professionnels, il peut très bien y avoir en particulier une longévité générale qui augmente et que des professionnels et leur longévité qui souffrent énormément parce que, par exemple, ils sont soit pas assez bien protégés, soit les normes de protection ne sont pas les bonnes. Mais réellement, monsieur et madame tout le monde peuvent que se dire, oui, bon, mais enfin bref, tous les trimestres, tous les ans, on prend un trimestre de longévité en plus. Oui, votre remarque, monsieur, est tout à fait pertinente. Et je reviens sur la qualité du message au niveau de l'information du public, sur cette nécessité d'avoir une qualité, je dirais, vérifiée au plan scientifique. Il est clair que, si vous voulez, pour répondre à votre... D'abord, nous n'avons pas, au cours de cette réunion, malheureusement, défini ce qu'étaient véritablement ces produits. Ces produits, il y en a de 2 types. Il y a les métaux lourds ou dits lourds et il y a les POP, les polluants organiques persistants, qui agissent par des mécanismes complètement différents. Et j'entends souvent les gens disent, oui, il y a les perturbateurs endocriniens, etc. Tout à l'heure, mon voisin a dit que la formaldéhyde était un perturbateur endocrinien. C'est pas vrai. C'est un composé organique volatile. Vous voyez, il y a des tas d'informations qui se disent dans le public et qui hérissent les scientifiques, les toxicologues, etc. Alors, pour répondre à votre problème de pesticides et en disant comment faire, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a 3 moyens qui doivent être absolument complémentaires. C'est bien sûr l'épidémiologie, mais qui ne donne que des associations, non pas une causalité. Vous avez la toxicologie qui, elle, donne une causalité en laboratoire, et vous avez la biologie. Ces 3 approches
scientifiques, ce qui crée l'énorme difficulté des recherches, doivent être faites, je dirais, en complémentarité. Sinon, vous avez d'un côté l'épidémiologie, c'est pas suffisant, d'un côté la toxicologie, c'est pas suffisant, et ainsi de suite. Donc c'est un travail excessivement difficile au niveau scientifique. Il y a peu de scientifiques aujourd'hui qui abordent ces trois aspects de façon complémentaire, et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, eh bien, on est pris devant cette urgence de dire oui, attendez, là, ça va très mal, on a des pesticides dans notre assiette, qu'est-ce que je risque, etc. Et il faut faire très attention au message. Sur le nombre, sur les pesticides, il y en a certains qui sont des molécules absolument démontrées de CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, toxiques pour la reproduction, et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, certains sont perturbateurs endocriniens, d'autres ne le sont pas. Donc, si vous voulez, il est très très clair qu'il faut absolument avoir un message clair et scientifiquement fondé. C'est le message, en tout cas, que je vous délivre ce soir. Dorothée, puis mademoiselle. Oui, alors je rejoins tout à fait cette analyse, mais quand même, il y a un point qui manque, il me semble. C'est que par rapport à la complexité que tout le monde a évoquée, on voit bien que c'est pas parce que les questions sont scientifiques et techniques qu'elles sont l'apanage ou seulement du ressort du monde scientifique. Je veux dire par là que quand on a des difficultés à poser des questions sur les OGM, sur les nanotechnologies, sur un certain nombre de questions controversées, il y a une problématisation, c'est-à-dire un concernement de la société civile qui n'est pas du tout hiérarchisé comme le fait le monde scientifique. Et je veux dire par là que tout peut véritablement être traité différemment dès lors qu'on veut bien considérer non pas le produit un par un, etc., mais plutôt les situations, les usages. Je vous dirais tout simplement que dans le domaine des nanotechnologies, on commence à nous dire à l'AFSA, à l'Agence française d'évaluation alimentaire, qu'on ne pourra pas répondre aux questions. Vous entendez? C'est-à-dire que non, on ne va pas tout savoir. Et donc par rapport à cela, la question va être tout à fait déplacée, c'est-à-dire, est-ce bien utile de faire cela? Comment fait-on, je pose une question toute simple aujourd'hui, pour attraper une question, tout le monde est d'accord pratiquement, pour dire que le nano-argent dans les textiles, c'est juste aberrant. C'est-à-dire que c'est un antibactérien, ça vous permet de ne pas avoir d'odeur pendant quelques 2 à 3 ports de chaussettes, mais ça part très vite dans l'environnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les questions qu'on se pose sur notre santé, me protéger, surtout pas manger ça, surtout pas avaler tel ou tel médicament, c'est un élément de notre santé. Mais le plus important peut-être, c'est la chaîne alimentaire, c'est notre exposition air-eau. Et donc tout ce que nous faisons en laissant partir le nano-argent de nos chaussettes dans l'environnement, ça nous arrive par le plat cuisiné ou n'importe quel autre, par une autre voie. Ce qui est donc extrêmement important dans l'expertise, c'est donc de considérer les situations, les cocktails, c'est-à-dire vous avez une publication qui est sortie en janvier qui vous dit que les nanotubes de carbone, ça vous emmène un pesticide bien précis, l'étude est très précise, ça vous emmène le pesticide à l'intérieur de la plante et donc de l'organisme, en l'occurrence c'est un poisson, et la toxicité est multipliée par 5. Donc vous voyez bien que tout est à revoir si on considère que nous sommes exposés tous par nos cosmétiques, par tout un tas de choses, à peut-être 30 perturbateurs endocriniens différents, et que tout ça se potentialise. Alors quand je dis ça, il ne s'agit pas d'être alarmiste, il s'agit de considérer les situations, la fameuse expologie que développait André Cicolella déjà il y a 20 ans comme terme, c'est-à-dire vraiment modifier la façon qu'on a d'appréhender cette santé, la façon de considérer la prévention, évidemment que la santé environnementale, elle est majeure par rapport à tous ces sujets-là, et c'est pour ça qu'au début de notre débat, j'ai insisté sur nos systèmes d'innovation et sur impulser au sein de l'industrie des pratiques qui considèrent l'ensemble de la chaîne de la vie d'un produit. Bonsoir, je m'appelle Gaëlle, je suis au lycée Jeanne d'Arc en terminale.
Et moi, je me positionne en tant que jeune et j'entends tellement de polémiques, je pense notamment aux pilules de 3e et 4e génération, qui a fait beaucoup de polémiques en 2012 suite aux plaintes, et on connaissait les risques, ça fait beaucoup de débats médiatiques, et je me disais, entre les médias, entre les groupes de lobby, finalement, l'information est complètement troublée, et je me disais, comment est-ce qu'on pourrait regagner la confiance des consommateurs? Parce que, comme le disait Julia, on finit par avoir peur de tout, et donc je me demande comment pouvoir avoir de nouveau confiance en tous ces produits. Je ne sais pas qui a envie de répondre. Yvan Lemao, oui. Pas sur les pilules, parce qu'on en a déjà parlé. Et puis on fera une petite explication en 3-4 yeux. Je pense qu'il est tout à fait normal que le progrès scientifique et technologique augmente le risque. Je crois que c'est pour ça qu'il y a une peur qui augmente avec le progrès scientifique. Et tout à l'heure, il a été fait allusion à la difficulté d'avoir... la question, c'était est-ce qu'on pourrait savoir au départ? Non, on ne sait pas. On ne sait pas pour beaucoup. C'est pour ça qu'on fait l'épidémiologie, par exemple. Beaucoup des observations qui ont été faites récemment l'ont été faites après des années. Et je crois qu'encore une fois, à partir du moment où il y a progrès, on ne peut pas éviter qu'il y ait une augmentation de risque. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter. Bonsoir et merci. Ma question est peut-être un petit peu simple. Elle concerne la substitution des produits toxiques, en fait. On a beaucoup entendu parler des parabènes qui seraient potentiellement toxiques pour nous. Beaucoup d'industriels ont déjà remplacé les parabènes par d'autres produits. Et on voit maintenant sur Internet des reportages où on nous dit que le substituant serait peut-être même pire que les parabènes. Quand un produit comme le bisphénol A est retiré de notre consommation, comment est-ce que le substituant est déterminé? Est-ce que c'est les comités scientifiques? Est-ce que c'est les industriels? Et est-ce qu'on peut être sûr que le substituant ne sera pas pire que le produit toxique d'origine? C'est vrai qu'on avait envie de parler du bisphénol A, Corinne Lepage, je suis là, pardon. Si vous avez envie d'apporter un éclairage là-dessus, ce qui permettrait de répondre à cette jeune femme. Je vais vous dire, la question n'est pas très simple parce que, au niveau communautaire, on a des catégories de produits. Quand il s'agit de produits chimiques, purement chimiques, on est dans le cadre d'un règlement qui s'appelle le règlement REACH, qui impose une évaluation à la fois du produit et du substitut. Quand on est dans le domaine des pesticides ou dans le domaine des médicaments ou dans le domaine de la cosmétique, on est sur d'autres types de réglementations qui ne sont pas les mêmes. Et donc on a en fait des réglementations qui sont à géométrie variable. Donc je ne peux pas vous faire de réponse complète comme Dominique disait tout à l'heure, il y a différentes classes de pesticides, il y a différentes classes de produits. Mais sur tous ces sujets dont on vient de parler, je voulais simplement dire une chose. Lorsque on dit tout progrès, Monsieur Le Mao disait le progrès technique augmente le risque. Je suis d'accord avec lui. Donc la première question, à mon sens, qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que le nouveau produit est utile? C'est la première question. Qu'est-ce que ça apporte? Si effectivement ça apporte quelque chose, à ce moment-là, ça peut valoir le coup de courir le risque. Si ça apporte rien du tout, que c'est vraiment un truc purement marketing qui n'apporte strictement aucun avantage supplémentaire, très franchement, c'est peut-être pas la peine de courir le risque. Donc déjà, je pense que cette question de l'avantage du produit devrait être posée en premier. Elle ne l'est jamais. Je ne l'ai jamais vue posée en premier. Jamais. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, et ça répond à la question très importante que monsieur posait tout à l'heure sur la recherche publique. Lorsque vous êtes un industriel et que vous inventez un produit, que vous créez un produit, vous avez envie de le mettre sur le marché, évidemment, c'est normal, vous investissez pour ça. Donc vous faites les études qu'il faut pour voir si le produit est bien, s'il répond bien à son objectif, etc. Si vous avez des obligations réglementaires, bien sûr, vous les respectez, mais toute la question des effets, ce qu'on appelle les effets secondaires, par exemple, pour un médicament, l'impact négatif qu'un produit peut avoir sur la santé, sur l'environnement, même sur le fonctionnement de la société. Il n'y a pas d'investissement pour ça. C'est normalement le public qui devrait faire cet investissement. Or, précisément aujourd'hui, il y a peu de recherche publique là-dessus parce qu'il y a peu de crédit pour
tester les effets secondaires ou les effets négatifs de produits qui sont mis sur le marché. Et je pense que c'est là où on a une difficulté. Et effectivement, M. Le Maho disait qu'il faut attendre l'épidémiologie. Ce serait peut-être intéressant dans un certain nombre de cas d'essayer de faire un peu de modélisation en amont. Bien souvent, elle n'est pas faite ou pas faite de manière suffisante parce que précisément, il n'y a pas les crédits pour ça, parce que ça n'intéresse pas. Voilà, donc je pense que la recherche publique, elle devrait aussi être revisitée en fonction de l'intérêt de la société. D'abord l'intérêt, je dirais, pour le progrès des connaissances, de la connaissance en général, mais aussi l'intérêt de la société quant à l'impact négatif que des produits, des technologies pourraient avoir pour elle, pour son organisation, pour la santé humaine ou pour l'environnement. Madame. J'ai 3 brèves questions. Une au cancérologue qui nous parlait de produits de pesticides qui sont à long terme. Je ne sais plus exactement quels étaient ces mots. Comment pouvons-nous, en tant que simples citoyens et société civile, être informés sur ceux qui sont vraiment dangereux à long terme ou ceux qui le sont moins? Et 2 autres à Corinne Lepage, peut-être. En tant que société civile, donc, que pouvons-nous faire? Quel pouvoir pouvons-nous prendre, puisqu'elle dit que c'est à nous de le faire? Et enfin, à propos des pesticides, dont on dit que la France est le plus grand employeur de pesticides, est-ce qu'elle sait pourquoi est-ce que c'est le cas en France plus que dans d'autres pays? Qui répond? Dominique Bellepomme. Oui, alors, pour ce qui est de la dernière question, pourquoi la France? C'est vrai que la France est en fait, quand on rapporte la quantité de pesticides au nombre d'hectares du pays, rapporté au nombre d'habitants, la France est le premier pays du monde dans l'utilisation des pesticides. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes un pays cartésien, c'est-à-dire Descartes, et qu'il y a eu, si vous voulez, les 30 Glorieuses, où on avait une agriculture florissante, puis après, si vous voulez, on a changé de système avec l'idée qui disait qu'il fallait que toute la planète se nourrisse, donc qu'il fallait rationaliser l'agriculture. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé l'agriculture proprement dit de l'élevage, ce qui fait que les agriculteurs n'avaient plus d'intrants organiques. On a été obligé donc de créer des intrants chimiques, d'où les pesticides notamment à ce niveau-là, tout en sachant que par ailleurs on a perdu l'utilisation des rotations qui, comme vous le savez, permettaient d'azoter les sols par exemple les trèfles et les luzernes, etc. On prenait l'azote de l'air. Donc il y a tout eu un complexe, si vous voulez, d'idées qui sont arrivées avec cette notion capitale qui fait que l'agriculture doit répondre à des conditions chimiques et non plus biologiques. C'est ça le fond du problème. Alors maintenant, pourquoi on est le prioritaire dans le monde? C'est tout simplement parce que nous avons cette notion de pays agricole. Nous sommes peut-être encore maintenant le premier pays agricole d'Europe, et donc on voulait aller de l'avant, progrès dans la chimie et non pas dans la biologie. Bon, voilà. Alors, il y a d'autres pays, bien sûr, il y a le Japon qui est pas loin, les États-Unis aussi, qui sont derrière nous, et quelquefois placés avant nous, mais nous sommes, comme je l'ai dit, le premier pays, en fait, lorsqu'on rapporte au nombre d'hectares et au nombre d'habitants. Alors, l'autre question, c'était... Les 2 autres questions étaient pour Corinne Lepage. Bon, c'était celle d'abord. J'ai répondu alors. Oui. C'était la mienne, mais c'est pas grave. Il y en avait une autre Alors, pour on va écouter Dominique. Corinne Lepage. Si j'ai bien compris. Madame, s'il vous plaît, si vous n'avez pas bien posé votre question ou on ne vous a pas répondu, on va vous donner le micro. Voilà. Alors, dans le complément de ce que vient de dire Dominique sur cette question-là, j'ajouterais une chose, c'est que nous sommes effectivement un pays qui avons considérablement changé de modèle agricole, puisqu'on est passé à une agriculture extrêmement intensive, que nous avons perdu des centaines de milliers d'exploitations agricoles depuis la Deuxième Guerre mondiale,
et que par voie de conséquence, aujourd'hui, on a des exploitations qui sont grandes et qui donc sont passées à ce système, et que tout le système économique lie en fait la vente de la semence aux agriculteurs avec tout ce qui va avec. Et c'est donc un système dit agrochimique qui fait que les agriculteurs sont pris dans un système dont ils ne peuvent en réalité pas sortir. Et ils en deviennent les victimes de ce système-là. Et par voie de conséquence, vous avez effectivement une agriculture bio qui se développe, vous avez une agriculture raisonnée qui essaye d'utiliser un peu moins de pesticides, vous avez une agriculture dite à haute intensité écologique qui, elle, est extrêmement scientifique, puisque c'est des gens qui travaillent avec le GPS pour savoir exactement ce qu'il convient de mettre d'engrais sur telle et telle parcelle. C'est vraiment fait de manière extrêmement scientifique, mais le résultat des courses est qu'aujourd'hui, on ne voit les pesticides que grimper dans notre pays, alors qu'ils devraient baisser, et parce que le système est dans cette direction. Donc c'est en réalité toute la chaîne économique de l'agriculture qu'il faut revoir. Donc ce n'est pas rien, avec effectivement une hostilité du monde agricole traditionnel à ce changement. Alors, monsieur, ensuite, il y a encore 3 demandes de parole. Pardon. Je vais vite. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que la société civile peut faire ? La société civile, elle peut faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire vous informer. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de moyens de s'informer. Et ensuite, je dirais de voter avec son porte-monnaie. Vous savez, face aux plus grands industriels, aux plus grandes entreprises, ils ont besoin des consommateurs que nous sommes. Si nous n'achetons pas les produits, il n'y a plus d'entreprise. Et je crois que c'est autour de l'acte de consommation qu'il faut tout à fait réfléchir, parce que c'est là où nous avons le poids le plus considérable et exiger des informations ou des précisions, voire ne plus acheter des produits dont on considère effectivement qu'on n'a pas les éléments d'information suffisants ou qu'on a des doutes persistants. Je pense que c'est pas forcément facile à faire, mais ce qu'on appelle les consomme-acteurs sont une catégorie qui est de plus en plus développée dans notre pays. Monsieur. Merci. Pierre Bronstein, CNRS. Un commentaire rapide sur l'expertise scientifique et une question. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois maintenant, avoir vu dans la presse des articles passionnants sur ces particules qui avaient été flashées à la vitesse supérieure à celle de la lumière, qui venaient des laboratoires du CERN, qui est un laboratoire mondialement reconnu comme étant leader. Il faut savoir qu'avant que cette information ait diffusé hors des milieux scientifiques, les scientifiques eux-mêmes étaient tellement ébahis qu'ils ont mis des semaines à refaire des expériences, à demander à toutes les équipes possibles de venir vérifier où était l'erreur, parce que ça mettait à mal la théorie d'Einstein. N'ayant pas trouvé l'erreur, ils ont décidé de le publier, en demandant à tous ceux qui pourraient aider à la compréhension du phénomène de venir et de se rendre sur place compte de ce qui s'était produit. Donc je crois que cette erreur a été remarquablement bien gérée par les scientifiques. Ils ont exprimé leurs doutes. Ils ont montré qu'ils étaient ouverts à toute contribution qui pourrait venir éclairer leur découverte. Et donc, ils ont servi la science au lieu de se servir de la science pour se médiatiser, ce qui était peut-être le cas de ce dont on parlait tout à l'heure avec les rats. Mais quand on revient à cette expérience sur les rats dont on a parlé, on nous dit c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule étude disponible pour cela. Et je suis tout à fait d'accord avec cette constatation qu'il est regrettable. Mais alors, d'où doit venir la décision de faire une étude lorsqu'on a un problème qui est considéré comme de santé publique et qui est vraiment de l'intérêt général? N'est-ce pas aux politiques, avec un grand P, dans la plus grande noblesse du terme, de donner l'impulsion pour qu'une telle recherche soit faite? Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, je n'ai jamais connu des périodes où on nous a dit qu'il y a trop d'argent en recherche. Mais c'est un problème d'arbitrage. Ça aurait certainement coûté moins cher que les portiques dus à nos amis bretons, qui coûteront plus d'1 milliard. On en aurait fait des études pour 1 milliard. Donc vous voyez que c'est un problème de choix. Mais ça, je pense que c'est la noblesse du politique de s'emparer d'un problème de santé publique en donnant les moyens pour le faire. Ce sont eux que nous élisons pour prendre en notre nom les décisions qui s'imposent. Ne pas le faire, alors dans ce cas, je pense que les politiques n'ont peut-être pas rempli leur mission. Mais c'est une question. Merci.
C'est une question. C'est une question, monsieur, et si je puis me permettre, vous avez donné la réponse. Ok, alors madame qui voulait aussi prendre la parole, je vous invite à vous lever juste pour qu'on puisse vous voir et bien vous entendre. Merci. Mais c'était juste pour continuer dans ce que vient de dire la personne précédente. On est dans une situation où le politique est assujetti à l'industriel. Comment peut-on entendre que Monsanto peut se permettre, ou un autre lobby, de se refuser à une étude qui mettrait en évidence la non-toxicité de ce qu'il produit. Et de la même manière, qu'est-ce qui prouve qu'on a besoin de ce produit-là? Donc ces choses-là ne sont pas faites et le politique me semble totalement assujetti par des problèmes d'argent, justement, à ces industriels qui, eux, prolifèrent et se portent bien. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est juste de prendre encore 2-3 questions, parce que comme on arrive à la fin, je vais prendre toutes les personnes qui ont déjà demandé la parole, et je vous les transmets, sans oublier que Benjamin aussi voulait intervenir. Oui, monsieur. Donc, bonjour, j'avais une question concernant les risques et le mode de vie. Donc, de toute façon, avec notre mode de vie, on accepte tous ces risques liés à tous les éléments chimiques. Vous avez dit qu'il n'y avait pas les moyens pour tester ces risques avant. Donc ça veut dire qu'on prend l'épidémiologie et la toxicologie, on les teste sur le consommateur. Et donc ça veut dire que l'argent passerait avant la santé du plus grand nombre. C'est pas exactement. Pardon, juste pour dire, excusez-moi, juste pour dire que le professeur Belpomme a un train à prendre, donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé de votre venue, et puis peut-être à un tout prochain débat, et bon retour à vous. Yvan Lemao. Non, la question était vraiment très pertinente. Le problème est que la société et les politiques attendent que les scientifiques leur donnent une réponse oui ou non. Et le problème, c'est que la plupart du temps, dans les domaines où on touche les écosystèmes et la santé, on n'en est pas capable. Quand les industriels vont remplacer un produit par un autre, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'a pas d'effet. Ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que si on démontre très rapidement un effet, ça leur retombera dessus, ça peut même avoir de graves conséquences pour leur société. La difficulté est la suivante. Mon voisin, tout à l'heure, a parlé de la réglementation. La réglementation, elle est basée sur la toxicologie. La toxicologie, c'est quoi? Expérimentalement, et c'est ce qui est fait depuis longtemps, on a un nouveau produit, une nouvelle substance, on va mettre une dose de plus en plus élevée, puis on va constater à un moment que, par exemple, la moitié des organismes vivants que l'on va tester vont périr. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, on n'est pas dans la toxicologie. La toxicologie, c'est les accidents, c'est les cas extrêmes. On est dans ce qu'on appelle l'écotoxicologie. C'est-à-dire qu'on est à des niveaux de pollution qui sont beaucoup plus faibles et pour lesquels seul un temps très long permet éventuellement de montrer un effet ou non. Voilà toute la difficulté du traitement par les politiques, les industriels et les scientifiques de la pollution. Corinne Lepage. Oui, en complément de ce que vient de dire M. Lemao sur cette question essentielle que vous deux avez soulevée, il faut bien voir que quand vous avez affaire à des multinationales, comme Monsanto ou d'autres, comme leur nom l'indique, elles ne dépendent pas nécessairement d'un État. Ce qui concerne Monsanto, Monsanto est extrêmement lié au gouvernement des États-Unis quand même. Hein. Mais elles ne dépendent pas d'un État. Et par voie de conséquence, leur puissance leur permet de se faire leurs règles. Regardez ce qui se passe dans le domaine Internet, sur la fiscalité d'un certain nombre de très grands groupes. Alors les États commencent à réagir, mais vous voyez, même pour des questions de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, où pourtant tout le monde devrait être d'accord, et bien même ça, vous voyez les difficultés qu'il y a. Alors, a fortiori, sur des groupes de cette importance-là,
qui se font leurs propres règles. Donc ils vendent les semences, mais dans les contrats, il est interdit à ceux qui les achètent de les utiliser pour autre chose que de faire de la culture, et en particulier de les utiliser pour de la recherche. C'est contractuel. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de loi qui l'interdise, mais les contrats de vente des semences font que c'est pas possible. Bon. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait intolérable. Sauf que, qui peut agir là-dessus? Qui peut agir? Alors, on pourrait dire, c'est un peu l'Union européenne, par exemple, au niveau européen, qui devrait agir dans ce domaine-là. Oui, sauf que les rapports de force font que l'Union européenne considère que c'est très difficile d'agir, qu'on peut un peu chez nous, mais pas ailleurs, etc. Donc, le système, je ne dirais pas que les politiques sont inféodés, c'est pas ça. Et quelques-uns, oui, sans doute, mais ce n'est pas la loi générale. Même si les questions d'emploi aujourd'hui font qu'il y a des pressions absolument colossales lorsqu'il y a des décisions qui pourraient être prises, qui sont mal jugées par le monde économique. Mais je dirais qu'il n'y a d'abord pas toujours la conscience des problèmes. Et puis, comme le disait monsieur Le Mao, la charge de la preuve, finalement, est à la victime. C'est-à-dire que c'est ceux qui pourraient être malades, à ceux qui estiment qu'il y a un problème, de faire la preuve qu'il y en a un. Or, ils ne sont pas équipés pour. Les seuls qui pourraient faire la preuve, c'est la preuve contraire, et c'est ceux qui fabriquent le produit. C'est la règle maintenant pour le règlement REACH auquel je faisais allusion tout à l'heure. C'est aux industriels de prouver qu'un produit n'est pas toxique quand il est couvert par REACH. Mais c'est le seul cas de figure que je connaisse où les choses se passent comme cela. Sur le reste, malheureusement, on est dans des grandes stratégies dans lesquelles, effectivement, la société civile n'est pas gagnante. Et je termine par là où j'ai commencé. Il faut se battre, se mobiliser sur l'affaire du TTIP, du traité transatlantique, parce qu'il est tout à fait clair que si nous signons ce traité-là, alors ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien à côté de ce qu'on verra après. Très bien. Alors, juste une toute dernière intervention avant d'accueillir le professeur Storm. Mademoiselle, on vous écoute. Oui, bonsoir, je suis Claire Richaud, je suis étudiante à Sciences Po, et donc j'ai une question à laquelle vous avez quasiment partiellement répondu en fait. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre en fait la translation qu'ont toutes les initiatives citoyennes au niveau local, au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y a une espèce de réappropriation des collectivités locales sur tout ce qui est, sur tout ce qui est question notamment de produits phytosanitaires. On l'a vu notamment avec l'affaire du lasso, avec les travaux réalisés par le cabinet Lafort, par exemple, et avec tous les travaux de l'association Phytovictimes qui sont extrêmement intéressants et qui ont vraiment eu un impact au niveau jurisprudentiel. J'aurais voulu savoir si en fait, est-ce que vous considérez que maintenant, il y a quand même vraiment une véritable mouvance au niveau de la dynamique européenne sur tout ce qui est ces questions de santé publique. C'est-à-dire qu'auparavant, en fait, on avait l'impression que l'Union européenne se focalisait sur tout ce qui était rendement économique, surtout au niveau de la PAC, alors que maintenant, lorsqu'on relit par exemple les statuts de REACH ou lorsqu'on relit les nouveaux statuts avec la nouvelle réforme de la PAC, on a l'impression que ces questions de santé publique ou ces questions de droit de l'environnement sont de plus en plus émergentes, et j'aurais voulu savoir si vous aviez ce sentiment-ci aussi. Voilà. Alors, je dirais merci l'Europe pour la France, parce que très franchement, on n'aurait pas le droit de l'environnement qu'on a en France aujourd'hui s'il n'y avait pas l'Europe derrière. Que ce soit sur le diesel, sur la pollution de l'air, sur les pesticides, sur tous les sujets, vous pouvez les prendre les uns après les autres. Si on a aujourd'hui quelquefois un peu l'épée dans les reins, c'est merci l'Europe. Donc je vous dis cela pour dire que ça fait un moment que le droit de l'environnement est quelque chose d'important en Europe. Je pense que ce qui est nouveau, ce que j'ai pu voir au cours des 5 ans que j'ai vécu au Parlement européen, c'est effectivement la montée en puissance de la société civile, des organisations non gouvernementales, des consommateurs, de l'action citoyenne, même si elle n'est pas toujours traitée comme elle devrait l'être. Il y a eu une initiative citoyenne qui a abouti dans le domaine de l'eau. C'est à ma connaissance la seule jusqu'à présent qui est aboutie. Mais c'est un pouvoir qui est très réduit. Ça permet d'exiger qu'il y ait un débat sur un sujet, ça ne permet pas d'exiger qu'il y ait une législation conforme à ce que veulent les citoyens européens sur le sujet. Donc vous voyez, il y a encore une marge de progression non négligeable dans ce domaine-là. Mais bon, on voit bien
qu'il y a une montée en puissance. Et je dirais que l'euroscepticisme, la montée des populismes, etc., fait que l'Europe est obligée de plus en plus de tenir compte de la société. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que oui, tous les sujets qu'on a traités sont des sujets difficiles. Dominique disait que les scientifiques doivent jouer un rôle essentiel, et c'est vrai, pour connaître la réalité des impacts et des risques, mais il n'y a pas de vérité révélée, il y a du doute scientifique, il y en a toujours, les connaissances évoluent, ce qui était vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Et par voie de conséquence, je crois que le vrai sujet, c'est du mode de gouvernance dans cette société du XXIe siècle, confrontée à la complexité, confrontée à la montée des technologies nouvelles, des risques qui vont avec, d'une demande démocratique et en même temps d'une difficulté de la satisfaire parce que les sujets sont très difficiles. Et comment est-ce qu'on fait pour faire de la démocratie en face de sujets qui sont techniques, scientifiques et très difficiles? Voilà, c'est ça le sujet. C'est la raison pour laquelle je redis ce que je disais tout à l'heure. Bien distinguer la question de l'évaluation du risque, qui est une question scientifique, et la question de la gestion du risque, qui est une question démocratique et qui nous intéresse tous. Merci, merci infiniment. Et nous allons nous éclipser tout doucement. Merci à tous nos intervenants. Merci à Corinne Lepage. Je sais que vous avez aussi un rendez-vous très important dans quelques minutes quasiment. Et nous allons accueillir le Dr Storm pour une autre conférence, un autre type de conférence, théâtre. Le temps pour nous de quitter la scène.